Vous avez déjà entendu parler de l'orignal qui s'est promené au Parlement? Ça sonne comme le début d'une mauvaise blague, hein? Mais au Canada, tout est possible. On est un pays plein de surprises, surtout en politique. On est une monarchie, mais on élit nos dirigeants. On a 10 provinces et 3 territoires, chacun avec sa propre personnalité et ses priorités. Et on essaie toujours de trouver le juste milieu entre la tradition et le progrès. Alors, attachez vos tuques, parce qu'on est sur le point de faire un tour de montagne russe dans le monde fou et merveilleux de la politique canadienne. Imaginez la scène. On est en 1867 et une bande de gars en haute forme sont réunis autour d'une table, en train de négocier un accord pour créer un nouveau pays. Ça, mes amis, c'était la naissance du Canada. À l'époque, il s'agissait d'unir un tas de colonies distinctes sous un seul drapeau. Ils ont appelé ça la Confédération, et c'était comme une partie géante de Tetris politique. Au fil des ans, on a ajouté des pièces au puzzle, avec de nouvelles provinces et de nouveaux territoires qui se sont joints à la fête. Mais l'idée de base reste la même, un gouvernement fédéral fort qui travaille en collaboration avec des gouvernements provinciaux et territoriaux distincts. Bon, parlons des changements climatiques. Le Canada a de grands objectifs. On vise le zéro émission nette d'ici 2050. Ça sonne bien, non? Mais voilà le hic. On est aussi assis sur les 3e plus grandes réserves de pétrole au monde. Quel dilemme! C'est comme essayer de jongler avec des tronçonneuses en faisant du monocycle. D'un côté, on veut être des citoyens du monde responsables et lutter contre les changements climatiques. De l'autre, ces sables bitumineux créent des emplois et stimulent notre économie. Alors, quelle est la solution? Eh bien, c'est la question à $1 million, n'est-ce pas? On essaye encore de trouver la réponse. Vous avez déjà entendu le dicton « On peut sortir le gars de la campagne, mais on ne peut pas sortir la campagne du gars ». Ce dicton capture parfaitement l'essence de la relation entre les zones urbaines et rurales au Canada. Les racines rurales sont profondément ancrées dans notre culture et notre identité nationale. Eh bien, c'est la même chose pour le Canada. Notre pays est vaste et diversifié, avec des paysages qui vont des montagnes majestueuses aux prairies infinies, en passant par des villes animées et des villages pittoresques. Chaque région a son propre caractère unique et ses propres défis. On est un pays de contrastes, avec des villes tentaculaires et de grands espaces. Les villes comme Toronto et Vancouver sont des centres d'innovation et de culture, tandis que les zones rurales offrent une tranquillité et une beauté naturelle incomparables. Ces différences créent une dynamique intéressante, mais aussi des tensions. Et devinez quoi? Ces différences ne sont pas seulement géographiques, elles sont aussi politiques. Les zones urbaines et rurales ont souvent des priorités et des besoins très différents, ce qui se reflète dans leurs choix politiques et leurs attentes envers le gouvernement. Les grandes villes comme Toronto et Vancouver bourdonnent de diversité et d'idées progressistes. Elles sont des pôles d'attraction pour les immigrants et les jeunes professionnels, ce qui en fait des lieux dynamiques et en constante évolution. Les politiques urbaines se concentrent souvent sur l'innovation, la durabilité et l'inclusion sociale. Pendant ce temps, les communautés rurales se sentent souvent négligées et laissées pour compte. Elles luttent pour maintenir leurs services de base comme les soins de santé et l'éducation et cherchent à préserver leur mode de vie face à la modernisation rapide. Les politiques rurales mettent l'accent sur le soutien aux agriculteurs, la conservation des terres et le développement économique local. Combler ce fossé entre les villes et les campagnes est l'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les politiciens canadiens aujourd'hui. Cela nécessite une compréhension profonde des besoins et des aspirations de chaque communauté, ainsi qu'une volonté de trouver des solutions équilibrées qui bénéficient à tous. C'est comme essayer de construire un pont sur une rivière en crue. Ça prend du temps, des efforts et beaucoup de compromis. Mais avec de la détermination et une vision commune, il est possible de créer un Canada où les zones urbaines et rurales prospèrent ensemble, en harmonie. Section 5. Premier ministre et premiers ministres provinciaux.
Partager la scène politique. Dans ce chapitre, nous allons explorer comment les différents niveaux de gouvernement au Canada interagissent et collaborent pour diriger le pays. Bon, c'est l'heure d'un petit cours de civisme. Imaginez-vous dans une salle de classe où nous allons apprendre les bases du système politique canadien. Le Canada a ce qu'on appelle un système fédéral. Cela signifie que le pouvoir est partagé entre un gouvernement national et plusieurs gouvernements provinciaux. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas vraiment. En fait, c'est un système conçu pour rendre la gouvernance plus efficace et plus proche des citoyens. En gros, ça veut dire qu'on a un grand gouvernement national dirigé par le Premier ministre qui s'occupe des affaires nationales, comme la défense, les affaires étrangères et l'économie. Et ensuite un tas de petits gouvernements provinciaux dirigés chacun par un Premier ministre provincial. Ces gouvernements provinciaux gèrent des domaines comme l'éducation, la santé et les infrastructures locales. Voyez ça comme une équipe de hockey. Le Canada est l'équipe et chaque province est un joueur avec un rôle spécifique. Le Premier ministre est l'entraîneur. Il établit la stratégie globale. Il décide des grandes lignes et des objectifs à atteindre pour l'ensemble du pays. Mais les premiers ministres provinciaux sont les joueurs sur la glace, responsables de faire bouger les choses dans leur propre province. Ils doivent adapter les stratégies nationales aux réalités locales. Et comme au hockey, il y a parfois une petite lutte de pouvoir. Les désaccords peuvent survenir sur la meilleure façon de gérer certaines situations. Le Premier ministre veut que tout le monde travaille ensemble, en harmonie, pour le bien du pays. Mais les premiers ministres provinciaux ont souvent leurs propres idées sur la façon dont les choses devraient être gérées. Ils peuvent avoir des priorités différentes en fonction des besoins de leurs provinces respectives. C'est cette dynamique qui rend la politique canadienne si unique et fascinante. Section 6. Pipeline et manifestation. La résolution de conflits à la canadienne. Le Canada est souvent perçu comme un pays de paix et de politesse, mais ne vous laissez pas tromper par cette image. Ne vous laissez pas berner par notre réputation de politesse. Les Canadiens s'expriment quand ils voient quelque chose qui ne leur plaît pas. Les manifestations et les débats publics sont des éléments clés de notre culture démocratique. Prenez l'expansion du pipeline Trans Mountain, par exemple. Ce projet a suscité de vives réactions à travers le pays, devenant un symbole de la lutte entre développement économique et protection de l'environnement. C'est un sujet brûlant qui oppose les préoccupations environnementales aux intérêts économiques. Les débats sont souvent passionnés, avec des arguments solides de chaque côté. D'un côté, il y a des gens qui s'inquiètent de l'impact sur l'environnement et les communautés autochtones. Ils craignent que le pipeline ne cause des dommages irréparables à la nature et aux terres ancestrales. De l'autre, il y a des gens qui soutiennent que le pipeline est essentiel pour l'emploi et la croissance économique. Ils voient le projet comme une opportunité de créer des emplois et de stimuler l'économie locale. Alors, comment les Canadiens gèrent-ils un problème aussi controversé? La réponse réside dans notre engagement envers le dialogue et la recherche de solutions communes. On manifeste, on débat et on essaie de trouver un terrain d'entente. Les discussions peuvent être longues et difficiles, mais elles sont essentielles pour parvenir à un consensus. Ce n'est pas toujours joli, mais bon, c'est la démocratie en action. La diversité des opinions et le respect des processus démocratiques sont au cœur de notre identité nationale. Section 7. En chiffres, comprendre le Canada à travers les statistiques. Accrochez-vous à vos chapeaux, les amis, parce que ça va devenir factuel ici. Saviez-vous que le Canada compte plus de 40 millions d'habitants de tous horizons? Ou qu'on consacre la somme faramineuse de 11,5% de notre PIB aux soins de santé? Et quand il s'agit de voter, eh bien, on prend notre devoir civique au sérieux. Aux dernières élections fédérales, plus de 67% des Canadiens admissibles ont voté. C'est ça, on est présent pour la démocratie. Section 8. Des Canadiens ordinaires, des histoires extraordinaires, donner la parole aux gens. Derrière tout le jargon politique et les débats sur les politiques, il y a de vraies personnes avec de vraies histoires. Comme Sarah, une mère célibataire d'Halifax qui a du mal à joindre les deux bouts en travaillant 2 emplois. Ou David, un agriculteur de la Saskatchewan
qui s'inquiètent de l'impact des changements climatiques sur ces récoltes. Ce sont ces voix qui comptent le plus dans la politique canadienne. Il s'agit d'écouter leurs préoccupations, de comprendre leurs défis et de trouver des solutions qui fonctionnent pour tout le monde. Section 9. Votre Canada, votre voix. Un appel à l'action. Voilà, un cours intensif sur la politique canadienne. C'est compliqué, c'est désordonné, mais c'est le nôtre. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez en faire partie vous aussi. Informez-vous, impliquez-vous et faites entendre votre voix. Parce qu'au bout du compte, le Canada est ce qu'on en fait.